Bonjour Christophe. Nous accueillons aujourd'hui, ce soir, Jean-Christophe Tixier, Bonjour Cathy. qui est parmi nous. Nous allons passer une petite demi-heure ensemble et nous allons découvrir un petit peu ton univers littéraire. Donc, après avoir passé de nombreuses années dans l'enseignement, tu te consacres actuellement entièrement à l'écriture. Tu as écrit plus d'une trentaine de romans, si je ne me trompe, Oui, c'est dans ça. des genres très variés pour des âges différents. Tu es aussi l'auteur de nouvelles, de fiction radiophonique qui sont passées sur France Inter. Depuis 2019, il y a des romans adultes qui ont été publiés. Et donc, on va parler un petit peu de tout ça. Et on va commencer par quelques ouvrages qui sont un petit peu emblématiques. Par exemple, toute ta série 10 minutes. Et on va commencer par 10 minutes en mode panique. Alors, explique-nous 10 minutes en mode panique. Alors, c'est le 5e épisode de la série 10 minutes. En fait, la série 10 minutes, elle a démarré avec un roman qui s'appelle 10 minutes à perdre. C'est un roman à suspense avec des histoires que j'ai voulu très réalistes, en fait, des choses qui pourraient arriver en fait, aux gamins. Et cette série fonctionne bien, et donc du coup j'ai poursuivi l'écriture de ces ouvrages. Alors ça s'adresse au CM2, 6e, début 5e. Et donc il y a celui-ci, oui, 10 minutes en mode panique, qui est une aventure où on retrouve le groupe d'amis au départ qui s'occupent en mettant en place un jeu qui est fais-moi peur, en gros. Et chacun va raconter ses cauchemars, chacun va raconter les choses qui font le plus peur. L'objectif étant d'arriver à effrayer les autres. Et le personnage que l'on voit en couverture, qui s'appelle Malo ici, lui, ce qu'il travaille et ce qu'il effraie beaucoup, c'est le changement climatique. C'est tout ce que l'on peut nous dire aujourd'hui sur le fait que ce monde, à cause du réchauffement, est en train de changer. Et il fait partie de cette génération qui forcément va subir ces changements. Et à côté de chez lui, il y a une zone que des zadistes sont en train de défendre. Il y a des manifestations. Ils luttent contre l'implantation d'une grande surface. Et Malo va partir manifester. Et forcément, comme on est dans la série 10 minutes, il va se passer plein de choses. Mais au-delà du suspense, l'idée, c'était qu'il y ait aussi tout un questionnement sur la notion d'environnement, mais vu de l'intérieur. L'idée n'est pas de faire un cours sur l'environnement, mais de le vivre et de montrer comment cette crainte, comment ces changements vont agir sur les comportements et en tout cas mine ce personnage-là. Et le suspense, on va le laisser. Tu ne nous donneras pas la fin parce qu'il faut avoir envie de lire le livre. C'est ça. Et oui, ce sont des histoires à suspense. Donc, le principe, c'est que je donne le point de départ et puis après, il faut aller chercher la suite. Exactement. L'autre ouvrage dont tu vas nous parler, c'est Lancer l'alerte, qui est un autre univers. Lancer l'alerte s'adresse un peu plus grand, puisque le premier, c'était CM2, 6e, début 5e. Là, on va plutôt être 5e, 4e, début 3e. Donc, lancer l'alerte, c'est une thématique, moi, qui m'intéressait d'aborder, qui n'a pas été trop abordée, enfin, jusque-là, en matière de littérature jeunesse, c'est celle des lanceurs d'alerte. Et donc, l'histoire démarre avec César, qui est un des deux personnages principaux, et sa mère conduit des camions-citernes pour une usine chimique qui est à proximité. Et le patron de l'usine chimique lui demande de déverser le contenu de ces citernes dans la nature parce qu'il n'a pas envie de payer le retraitement. Elle le fait puisqu'elle a besoin de cet emploi. Elle élève seule son fils, César, qui a 17 ans. Et puis forcément, au bout d'un moment, ça la travaille. Elle se rend compte des dégâts que cela peut causer. Et un jour, elle décide de se filmer en train de déverser tout ça dans la nature. Et elle va balancer la vidéo sur les réseaux sociaux. Ça commence avec ça. César se retrouve au milieu de tout ça. Lui, il n'a rien demandé à personne. Il comprend que sa mère ait fait ce geste-là. Et en même temps, il se retrouve pris entre tous les feux puisque tous ses camarades de classe travaillent, tous les parents de ses camarades de classe travaillent dans cette usine.
et on est dans une zone un petit peu reculée où il n'y a pas beaucoup d'emplois, donc le risque est la fermeture. Le club de foot dans lequel il joue est subventionné par cette entreprise-là et il va se retrouver pris au milieu de tout cela. Et il va y avoir deux points de vue, celui de César qui vit tout cela, et celui de Louane, qui est sa petite amie et qui est aussi la fille du directeur de l'usine. Voilà, donc… c'est très compliqué tout ça. C'est en tout cas, ils vont être pris au milieu d'intérêts très, très contradictoires. L'idée étant que, au travers de ce roman, qui est avant tout un roman à suspense, hein, mais c'est aussi que on vit dans une société qui est aujourd'hui très binaire. On est pour, on est contre. On réagit avec l'émotionnel. On refuse un petit peu le temps long et la complexité des situations. Et là, c'est se rendre compte aussi que la notion de lancer l'alerte, il y a son intérêt personnel, mais il y a aussi l'intérêt collectif, il y a l'intérêt économique qui n'est pas forcément même que l'intérêt environnemental, et qu'on se retrouve au centre d'énormément d'intérêts contradictoires, et ce qui fait la complexité de cette situation des lanceurs d'alerte. Et de la vie d'aujourd'hui, et de la vie d'aujourd'hui, et puis développer l'esprit critique, développer la réflexion, c'est le credo de tous tes ouvrages, je trouve, moi. C'est une chose… j'ai été 20 ans prof, alors on ne se refait pas. Ah oui, voilà. Ça laisse des traces. Hein. Et puis, il n'y a pas plus beau que d'aller débattre dans les collèges et les lycées où on est avec des jeunes qui sont en pleine construction. Il y a la construction et les changements physiques, mais c'est aussi la construction de sa sensibilité, c'est la construction de sa démarche éthique personnelle aussi que l'on peut avoir. Et c'est le moment où on se forge une opinion personnelle, c'est le moment où on prend pas voilà, on se détache de ce que peuvent penser les parents pour se construire soi-même. Et en général, l'opinion personnelle se construit par ce que l'on peut vivre, par les problèmes auxquels on est confronté. Et moi, j'envisage mes romans comme étant une invitation à vivre une expérience. Et quand on vit une expérience que j'espère un peu forte, forcément, ça amène à se poser des questions et ça amène à faire évoluer le processus de pensée. En tout cas, moi, dans les romans, je ne suis pas là pour dire voilà ce qu'il faut penser, voilà ce qui est bien, voilà ce qui est mal. Je les mets dans une situation complexe, que j'essaye d'être la plus proche possible de la réalité. Et derrière, voilà, chacun va en tirer les conclusions qu'il souhaite. Et dans les ouvrages que tu as écrits, il y en a deux, moi, qui m'ont vraiment marqué. Le premier, c'est La Traversée. C'est un ouvrage qui parle d'un petit enfant, d'un petit migrant. Oui, c'est Sam qui a 17 ans et que l'on va retrouver sur un bateau tentant de franchir la Méditerranée. L'idée, elle était un petit peu la même dans le sens où, quand on parle aujourd'hui des migrants, on dit les migrants. Et on se rend compte, quand on rencontre des réfugiés, que chacun a son parcours de vie, que chaque cas est un cas individuel avec ses propres peurs, ses propres envies, ses propres rêves. Et que souvent, quand on le prend par le point de vue et le canal médiatique, on a des chiffres, on a des statistiques, on a des choses qui nous paraissent un peu lointaines et ça a tendance à déshumaniser le problème. Et l'intérêt d'un roman, c'est que ça va permettre d'incarner des personnages et de vivre une situation de l'intérieur. Donc en fait, ce roman, il ne parle pas des réfugiés, il ne parle pas des migrants, il va parler de Sam qui fuit et qui monte sur ce bateau pour tenter de traverser la Méditerranée, il monte et qui tente de fuir une situation de pauvreté. Il va croiser Tiane, qui est une jeune fille qui, elle, fuit un mariage forcé. Il va croiser le petit Sékou qui, lui, est orphelin, a perdu ses parents dans le cadre d'un conflit et est emmené par sa tante pour tenter de gagner l'Europe. Donc voilà, l'idée était d'apporter autre chose, de voir de l'intérieur ce que peut être cette traversée, parce qu'on a beau nous donner le statistique du nombre effroyable de noyés chaque année en Méditerranée, on a beau voir des photos qui sont terribles, qui vont provoquer une réaction émotionnelle. On l'avait vu avec ce petit garçon dont tout le monde a vu et tout le monde se souvient de cette photo sur la plage. Voilà, il y a une réaction extrême pendant 48, 72 heures, une semaine, et puis après, tout retombe et tout disparaît. Donc, c'est soit un émotionnel très, très court, soit
soit une déshumanisation par l'intermédiaire des chiffres. Et c'est important de comprendre les chiffres et c'est important d'avoir tous ces éléments-là. Mais le roman a vocation, lui, à incarner des personnages et à voir les choses de l'intérieur. Et je sais que tu t'es beaucoup documenté pour écrire ce livre. L'idée était de faire un roman qui soit le plus proche possible de la réalité. Les jeunes, souvent dans les rencontres, disent « Mais est-ce que c'est une histoire vraie? Est-ce que Sam existe? Est-ce que Tian existe ?» Alors non, c'est un roman, hein, donc ça reste une fiction. Mais quand on discute dans les camps de réfugiés avec des personnes qui ont fait cette Méditerranée, des Sam, des Tian, des Sékou, il y en a plein. Et ce qu'ils ont vécu est extrêmement courageux et terrible à la fois. Et l'idée était d'emmener le lecteur au plus près de cela. Écoute, moi je l'ai lu et il m'a beaucoup marqué et j'avoue que c'est encore un de mes préférés. Avec un autre que tu as écrit, qui est aussi un sujet qui est très touchant. Alors, moi je ne l'ai pas, mais je sais que tu l'as à côté de toi. C'est Traqué sur la lande. Voilà, qui raconte l'histoire de bagne pour enfants. Oui, c'est une des tristes réalités françaises. Alors moi, je suis arrivé à ce sujet-là par le poème de Jacques Prévert qui s'appelle La chasse à l'enfant. C'est un poème magnifique qu'il faut vraiment lire. C'est un poème très, très puissant. Il y a une version chantée par Marianne Oswald qui donne les poils, comme on dit, tellement c'est puissant. Et Jacques Prévert a écrit ce poème-là en décembre 1934, parce qu'en fait, en août 1934, à Belle-Île-en-Mer, où il y avait un bagne pour enfants et adolescents, donc ces bagnes-là, on enfermait des jeunes qui avaient 8-10 ans, qui étaient orphelins, vagabonds, mendiants. Certains étaient là pour avoir volé de pommes ou un bout de pain, puisque la mendicité ou le vagabondage étaient des délits, hein, donc on pouvait finir en prison pour ça. Ils étaient là jusqu'à 18 ou 21 ans, et c'était un peu l'enfer, hein, dans ces bagnes-là. Et en août 1934, il y a un jeune qui a été tabassé très violemment par les gardiens, il est laissé quasiment pour mort sur le sol, et cela a provoqué une émeute à l'intérieur de la prison. Il y a 55 jeunes qui ont réussi à s'évader, et pour les retrouver, le directeur de la prison, c'était ce qu'on faisait à l'époque, hein, dans ce genre d'endroit, a organisé une chasse à l'enfant. Donc sur l'île, tout le monde s'est mis à aller chasser les enfants. Ouais, une battue. Donc les touristes en vacances sur l'île, les habitants de l'île, les personnels de la prison. Et donc ce sont ces faits historiques que je raconte dans ce... Donc c'est l'émeute, c'est l'évasion et c'est toute la traque qui s'ensuit que je raconte à l'intérieur de ce roman. Donc j'ai essayé d'être là aussi le plus fidèle à la réalité. Il y avait plus de 70 de ces bagnes comme ça sur le territoire français, plus de 70, c'est ça qui est complètement fou. C'est la loi de 1810 qui les a créés, et on les a fermés en 1945, donc c'est quasiment hier. Et hier, il y avait encore des bagnes comme ça, et je sais que tu nous avais dit qu'il y en avait un sur Toulouse. Alors, il y en avait un à Toulouse, qui était rue des 36 Ponts. En fait, sur les 70 bagnes, il y en avait une dizaine qui étaient des bagnes publics tenus par l'État, comme celui de Belle-Île-en-Mer. Et après, les autres, donc la soixantaine d'autres, étaient soit tenus par des congrégations religieuses, soit par des riches propriétaires terriens. Et c'est ça qui m'a amené, d'ailleurs, j'ai poursuivi, hein, j'ai écrit un roman qui est très noir, hein, adulte. On en parlera tout à l'heure de ton roman adulte. Mais qui est aussi qui est sur ce thème des bagnes-là, et ça, c'est un autre bagne qui était situé de côté de Montpellier. Alors, tu nous avais dit que celui de Toulouse, c'était assez terrible parce que les enfants, ceux qui montaient ne rencontraient pas ceux qui descendaient. C'était quelque chose de vraiment... Chacun essayait d'amener une théorie pour essayer de redresser, hein, ce terme est terrible, hein, quand on parle de redresser, les jeunes. Donc, dans ce bagne, qui était tenu par le père Bartier, je crois, son nom c'était ça, l'idée était de les isoler, puisque pour lui, sa théorie, c'était que le mal arrivait par les autres. Donc, pour éviter des surcontaminations, ils étaient en cellules individuelles, attachés la nuit. Il leur dispensait la bonne parole dans des box
mais des box à 3 côtés, avec un système d'entrée et sortie de la salle qui faisait qu'ils ne croisaient personne et qu'ils ne voyaient personne pendant ces séances-là. Donc, ils étaient à l'isolement entre 8-10 ans jusqu'à leurs 18 ou 21 ans, en fonction de la durée où ils étaient placés. On va un petit peu avancer parce que le temps passe très vite, on y resterait beaucoup plus longtemps, mais le temps nous est compté. On va parler peut-être de tes romans adultes, donc, pour faire la transition, puisque depuis 2 ans, là maintenant, tu écris en adulte. Oui. Tu as sorti 2 ouvrages adultes. Oui, il y en a un donc, qui est sorti en février 2019, donc Les Mal-Aimés, qui parle de ce bagne qui était à Vaillocès, un bagne terrible qui était tenu par un riche propriétaire terrien. Alors celui-ci a fermé en 1884, mais en 34 ans d'existence, il y a plusieurs centaines de jeunes qui sont morts à l'intérieur de ce bagne, de ne pas avoir été nourris, parce ceux-là étaient à peine nourris, d'avoir travaillé 15 heures par jour, d'être battus, de ne pas avoir été soignés. Et donc, je me suis intéressé dans ce roman pour adultes à une communauté rurale qui vivait autour, parce qu'en fait, c'était les gens du coin qui travaillaient dans le bagne, qui étaient les gardiens, qui étaient les cantinières, qui étaient les lingères. Et ce qui m'intéressait, c'était pas de voir l'intérieur du bagne, je l'évoque, mais c'était de voir comment cette population, face à ce carnage absolu, pouvait réagir, quelle pouvait être cette culpabilité. Et donc, je me suis placé 17 ans après la fermeture du bagne, où les fantômes de ces enfants pèsent toujours sur cette communauté rurale. Voilà, donc c'est encore sur cette thématique, ça fait un roman qui est très noir, et ça se passe donc en 1905 du côté de Montpellier. Et là, tu en as un qui vient juste de sortir. Oui, qui est sorti il y a 3 jours, qui s'appelle Effacer les hommes. Alors là, j'ai changé d'époque, puisque cette fois-ci, c'est en 1965, et ça se passe dans l'Aveyron. Ce qui me plaisait avec cette décennie-là, c'est qu'on est dans une décennie de bascule. On est à la fois encore dans une France très, très corsetée, et en même temps, c'est le moment où arrivent les Rolling Stones, c'est le moment où sortent les BD de Barbarella, c'est le moment où on introduit le français dans les cérémonies religieuses et on quitte le latin. C'est le moment en juillet 65 où les femmes ont l'autorisation de prendre, de signer un contrat de travail sans l'autorisation de leur mari et d'ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de leur mari. Et donc, Youpi, on se retrouve, oui, c'est ça. Ah, il y a encore du boulot là-dessus. On est encore loin d'être arrivé à l'égalité. Donc, c'est un roman sur l'émancipation. On suit 3 destins de femmes. On est dans une auberge, c'est un petit peu un huis clos, au bord d'un barrage donc, qui est en train d'être vidangé. On suit le destin de 3 femmes au moment de la transmission de cette auberge. Et ces 3 personnes ces 3 personnages ont trois parcours de vie très, très différents, 3 manières de courir après la liberté très, très différentes. Donc, ça reste toujours... Enfin, moi, c'est un des sujets qu'on retrouve beaucoup dans mes romans, que ce soit jeunesse ou qu'ils soient adultes. C'est ce côté d'émancipation, c'est comment on arrive à se défaire du poids de la famille, du poids de la terre, du poids de cet environnement social qui souvent nous met sur des rails et desquels on a du mal un petit peu à sortir. Voilà. Donc là encore, on est sur l'émancipation, mais peut-être un petit peu plus des femmes. Très bel ouvrage. Donc, je ne l'ai pas encore lu puisqu'il est sorti qu'il y a quelques jours. Tu nous parles de tes nouveautés, de ce qui va arriver? Alors, en nouveauté, il y en a 2. En avril va arriver un roman jeunesse court qui est mis en place dans une collection un peu particulière qui s'appelle Flash Fiction chez Rajo. Ça va s'appeler La Nuit des requins. Et lui, l'idée, c'est d'avoir une lecture qui soit accessible à tous et qui soit accessible aussi aux dyslexiques. Donc, il y a des orthophonistes qui travaillent derrière, il y a une mise en page particulière qui aide à la lecture. Donc, moi, ça m'intéressait de travailler sur ce projet-là. Et puis après, il y a un gros projet qui va arriver en mai, le 12 mai, une série chez Rajo. Donc là, on est sur du 4e, 3e seconde plutôt, qui s'appelle Guilty, qui veut donc dire coupable en anglais. Et c'est là que je partage l'écran? Ça peut. Voilà, la couverture en avant-première.
C'est traité sur le mode du thriller, c'est de la dystopie. L'idée étant que, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, hein, de ce monde binaire aujourd'hui où on voit le lynchage médiatique, où on voit que l'émotionnel l'emporte sur le reste. Et donc, on est dans une société où l'État a mis en place une loi qui s'appelle la loi dite sur le relâchement. Et, et elle va proposer sur une application qui s'appelle Guilty des profils de détenus et celui qui obtient 3 millions de votes du public va être relâché. Et une fois qu'il est dans la nature, la population va pouvoir faire en toute impunité ce qu'elle souhaite. Il y a ceux qui vont vouloir aider, il y a ceux qui vont vouloir lyncher pour le plaisir ou pour se venger. Et à chaque fois, on va être dans la tête d'un personnage. Le premier, donc l'affaire Diego Abrillo, le narrateur est celui qui est relâché. Donc on va vivre cette traque-là au travers de ses yeux à partir du moment où on lui place ce bracelet électronique qui va permettre de repérer où il est une fois toutes les 24 heures. Et on va vivre de l'intérieur cet élément-là. L'idée, là encore, est d'emmener le lecteur dans une expérience forte et de jouer avec ses émotions, de jouer avec ses certitudes, qui fait que tout au long du roman, un coup on est pour, un coup on est contre, et puis on ne sait plus. Et l'emmener dans une certaine complexité qui montre que voilà, c'est pas juste un clic, c'est pas juste un lynchage médiatique, c'est pas juste on est pour ou on est contre, comme bien souvent ça se passe aujourd'hui, et ramener un peu de durée, de complexité dans le débat. Voilà un peu le projet de cette série. Donc, je vais arrêter le partage d'écran. Voilà. Et je te retrouve. Il nous reste encore un petit peu de temps. C'est super. Moi, je vais te poser une question parce que tu as vraiment des ouvrages. Alors, à tes débuts, tu as fait des ouvrages pour les tout petits avec un album que je trouve, moi, superbe, qui est très rigolo, c'est Paroles de sorcière, où tu changes les mots, c'est vraiment superbe. J'ai passé après avec des jeunes, des ados, des grands ados, maintenant des adultes. Tu as fait du polar, tu as fait de l'anticipation, du roman social, du roman réaliste. Oui. Allez, vas-y, encore. Et donc, oui, plein de choses. Plein de choses. Et je sais qu'à chaque fois, là, moi, ce que je trouve vraiment extraordinaire chez toi, c'est qu'à chaque fois que tu fais un ouvrage, il est extrêmement documenté. C'est-à-dire que pour la traversée, tu es allé, je sais que tu es allé à Calais. Pour traquer sur la lande, tu as la recherche sur dans les archives, oui. Je pense que pour les ouvrages là, qui vont arriver, tu as fait aussi des tas de recherches. Est-ce que chez toi, c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur d'avoir la vérité comme ça et de faire de la fiction réelle, quoi? Alors, je n'ai pas la vérité, hein, je te rassure. Non, je n'ai pas dit la vérité. Non, mais la réalité. Oui, moi j'ai toujours été. Moi, ce sont mes lectures. Hein. Mes lectures, ce sont les romans réalistes. Même si j'écris dans d'autres domaines que sont la dystopie ou que sont l'anticipation, l'idée c'est de ramener à quelque chose qui soit le plus réaliste possible. Moi, ce que j'aime, c'est quand l'environnement et le caractère de l'individu, tout ça s'entremêle. On est, nous tous, le fruit de la société dans laquelle on vit, de l'époque dans laquelle on vit, de la région dans laquelle on vit, de notre histoire familiale. Et j'aime bien imbriquer tous ces éléments-là parce que ça participe de la complexité du personnage et ça participe de son intérêt. Donc, je passe beaucoup de temps, moi, à préparer l'écriture du roman. Hein. La série qui va sortir en juin, la Guilty, en mai, j'ai quasiment réfléchi, j'ai pensé pendant une dizaine d'années avant d'écrire la première ligne parce que pour moi, c'était quelque chose d'important. Dans le cadre de la traversée, il y a eu 2 ans avant d'écrire la première ligne. J'ai toujours voulu, enfin moi, ce qui me plaît aussi, c'est la crédibilité de chaque chose. Donc une émotion, un geste ou une situation, pour moi, je dois la rapprocher de quelque chose qui puisse être là, même si c'est une fiction, même si c'est un monde nouveau que j'ai créé, j'ai besoin qu'elle paraisse la plus réaliste possible. Donc ça passe par un travail important en amont, oui, et par de la documentation.
Avant de te poser la dernière question, je voudrais juste rappeler que si vous voulez vous procurer les ouvrages de Jean-Christophe, vous pouvez les trouver déjà dans toutes les bonnes librairies indépendantes. Et ensuite, vous pouvez aller sur notre site www.scientilivre.org dans l'onglet librairie. Grâce au partenariat que nous avons avec la librairie Ombre Blanche, vous pouvez vous procurer les livres, les acheter. Si vous êtes sur Toulouse, ils les mettront à votre disposition. Sinon, ils les enverront directement chez vous. Et je pense qu'il nous reste encore quelques minutes. Et je voudrais savoir, puisque tu as écrit pour la jeunesse, maintenant tu commences à écrire pour les adultes, tu te considères plus comme un auteur pour adultes ou un auteur pour la jeunesse? Je me considère comme un auteur tout court et je ne fais pas la différence entre les deux. Et pour moi, il n'y a pas d'échelle de valeur, même si j'ai entendu quelques horreurs quand est sorti il y a 2 ans mon premier roman adulte où certains m'ont dit « Ah ben c'est bon, tu vas pas avoir arrêté tes trucs pour les gamins, maintenant tu as sorti un livre sérieux ». Je ne mets pas d'échelle de valeur et j'ai la même considération pour le lecteur jeune, pour le lecteur ado ou pour le lecteur adulte. Pour moi, c'est pareil. Et j'écris de la même manière, ou en tout cas avec la même attention pour le faire. La seule chose, c'est que quand le boulot d'un auteur, c'est un peu celui d'un acteur. Hein. On rentre dans la peau d'un personnage pour en ressentir les émotions, pour en avoir les vibrations et décrire le monde au travers des yeux du personnage. Donc, c'est clair que quand j'écris Paroles de sorcier ou mon héros a 7 ou 8 ans, c'est une vision du monde de quelqu'un qui a 7 ou 8 ans. Quand j'écris Traqué sur la lande ou le héros Gabriel, lui, qui s'échappe à 17 ans, c'est une vision de quelqu'un qui a 17 ans sur le monde. Et quand j'écris Effacer les hommes, où dedans j'ai une femme qui est sur son lit de mort et qui est en toute fin de vie, j'ai une bonne sœur un peu acariâtre et une jeune de 17 ans éprise de liberté, à chaque fois, moi, ce que j'aime faire, et c'est ça qui me plaît dans l'écriture, c'est rentrer dans la peau de ce personnage-là, essayer d'adopter son caractère, sa vision, pour voir le monde au travers de leurs yeux. Donc, pour moi, c'est le même travail que ce soit pour la jeunesse ou pour les adultes, et j'ai pas envie de faire de différence entre les deux. Même si, au final, effectivement, mes ouvrages adultes sont pas destinés à la jeunesse, dans le sens où ils peuvent être plus durs émotionnellement. Et je crois que ça, c'est un élément qui est important dans la prescription d'ouvrages. C'est qu'il ne suffit pas de savoir lire. Il y a aussi la notion de maturité émotionnelle qui fait que certains ouvrages s'adressent plus à certains qu'à d'autres. Et ça, c'est important à ne pas l'oublier. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir lire tes romans adultes parce que déjà, tes romans jeunesse, que ce soit La Traversée ou Traqué sur la lande, j'avoue que émotionnellement, ça a été un peu dur. Et Écoute, que... si ça te pose problème, tu as ligne ouverte et tu m'appelles le soir et on en parle. Non, mais... N'hésite pas. Si c'est non, trop dur, je te dirai des choses gentilles pour te consoler. nous sommes en direct, Christophe. Mais oui, mais c'est important, ça aussi. Oui, Important. mais ce que je veux dire par là, c'est que de toute façon, que ce soit même pour jeunes, l'émotion, tu sais la faire passer et c'est la même pour les adultes, quoi. On ressent. Ce qui est formidable dans un livre, c'est quand on se fait happer, qu'on a l'impression Oui. de. Voilà, il ne faut jamais oublier qu'il n'y a que des lettres sur une page. Et que tout ce que l'on va ressentir comme émotion, tout ce qu'on va voir comme image dans le cerveau, c'est nous-mêmes qui les fabriquons à partir de ce qui peut être écrit dans le livre. Et donc, l'idée, moi, j'aime bien travailler avec une écriture qui soit le plus visuelle possible. L'idée, c'est d'emmener le lecteur au plus près de ce que je leur propose de vivre. Donc, que ce soit en termes d'image, que ce soit en termes d'action ou que ce soit en termes d'émotion. Écoute, je te remercie, Jean-Christophe. Je vais garder ta proposition bien derrière l'oreille et je vais commencer le. Voilà. Mais allons-y. Et donc, est-ce que pour juste une petite dernière question, parce que Oui. personne nous dit qu'on a dépassé le temps, donc c'est parfait. Est-ce que cette période dans laquelle on vit t'a suggéré des idées de nouveaux romans ou de... Non.
Non, Non. elle m'a donné plus de temps puisque j'ai moins été sur les routes pour partir à la rencontre des lecteurs. Donc, j'ai eu beaucoup plus de temps pour pouvoir travailler sur un tas de projets. Donc, du coup, j'ai plein de projets en cours. J'avais pas forcément envie d'écrire sur la notion de confinement. Alors, j'ai écrit quand même une nouvelle sur le virus, puisque là, dans ce mois-ci, là, dans le Science et Vie Junior, qui vient de paraître ce mois-ci et qui est sur la thématique des virus, ils m'ont contacté en novembre pour me demander d'écrire une nouvelle sur le sujet. Et donc, voilà. Donc, dans le hors-série qui paraît ce mois-ci de Science et Vie Junior, il y a une nouvelle sur le virus, ça s'appelle Tous complices. Donc, voilà. Ce sera ma contribution à l'époque. Mais sinon, non. L'idée, moi, ça a été d'avoir des projets pour m'évader et penser à autre chose. Eh bien, écoute, on va terminer sur cette bonne parole. Je te remercie, Jean-Christophe, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous tous, plaisir parce pour nous. que par les temps qui courent, c'est bien, c'est courageux et ça fait du bien. Merci. Eh bien, écoute, je te remercie. Nous aussi, ça fait du bien, bien qu'on aurait bien aimé vous avoir avec nous. Bientôt. On y croit. On y croit. À très bientôt, Jean-Christophe. Au revoir. Merci.